Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle euh, Abdelouadoud Bantas, euh, étudiant en médecine en première année. J'explique ma matière, j'explique ce qu'on m'enseigne à l'université. Dans le fond, pour le but d'essayer de l'abréger pour vous, et essayer au mieux que moi aussi je puisse l'assimiler au maximum via l'explication, qui est elle aussi une méthode d'apprentissage, en tout cas. Moi, mon but, c'est vraiment pas juste de vomir la matière, mais vraiment de poser des questions, que ce soit au maximum interactif, pour ce que, en tout cas, j'espère que vous allez jouer le jeu, d'essayer de répondre aux questions. Comme ça, de un, on puisse interagir avec la matière, que ça reste pas juste de l'écrit, puis dans le fond, on essaie de gober ça. Mais aussi d'interagir avec elle via des questions. Du coup, j'espère que vous allez participer. Sur ce, commençons. Aujourd'hui, le sujet de ce chapitre, c'est l'atomistique. On va essayer de l'expliquer au fur et à mesure de la vidéo, principalement les bases que je répète pour un étudiant en médecine. Du coup, on va rester vraiment sur la base. Commençons avec la première question. Qu'est-ce que le N? Le N, c'est quoi dans le fond? Bah déjà, je vous laisse prendre en photo. Euh, en tout cas, qu'est-ce que le N? Le N, déjà, c'est le nombre de couches sur lequel, le numéro de couches sur lequel sont disposés les électrons. Je vais vous montrer ça via un schéma. Du coup, on a le noyau qui est composé de protons et de neutrons, et vous avez tout autour des couches sur lesquelles vont voyager les électrons constamment. On va dessiner 3. Hop, voilà. En fait, c'est vraiment le nombre de couches sur lesquelles les électrons pourront voyager, vous comprenez? Euh, on a là, par exemple, celle-là, ça va être la N1. N est égal à 1. Ici, la N est égale à 2. Là, ça, c'est la deuxième couche. Ça, finalement, c'est la troisième couche. Le N égale 3. Du coup, le N, c'est quoi, en fait? C'est le numéro de couches sur lequel sont disposés les électrons. Sur lequel sont disposés, disposés les électrons. Parfait. Maintenant, on va essayer de transposer ce qu'on vient de voir, la question 1, dans un tableau périodique. Maintenant, voilà. En fait, le nombre de couches, le tableau périodique est assez bien fait. Vous avez plusieurs familles, plusieurs catégories, mais on retrouve aussi le nombre de couches, le numéro de couches. Ici, par exemple, vous allez avoir le n égale 1. N égale 1, c'est horizontal. N égale 1, n égale 2, n égale 3, puis ça continue dans le fond. Ça continue. C'est aussi simple que ça. Prenez l'ordre horizontal du tableau périodique, vous dites ça c'est la première couche, une seule couche, deux couches, trois couches. En tout cas. Maintenant passons au nombre quantique de L. Ça représente quoi dans le fond? le, le, le nombre quantique L représente dans le fond le nombre de sous-couches. Représente, représente le nombre, le nombre de sous-couches. De sous-couches. Sous-couches occupées par l'électron, je rappelle. Occupées, occupées par l'électron. Voilà. Quelle est la relation mathématique entre L et N? Vous devez la connaître. Assez simple aussi. Zéro. Elle est comprise entre 0 et N-1. Désolé.
0 et n-1, ou est-ce que le L compris entre 0 et n-1? Un petit peu difficile à concevoir sans un exemple. On va en faire un. Du coup, vu que j'ai dit que ça comprend entre 0 et n-1, si par exemple on donne la valeur de n qui est égale à 1, le L, il va valoir quoi alors? Du coup, si on transpose n égale 1, du coup 1 moins 1, ça fait combien? Ça fait 0. N est compris entre 0 et 0, il ne peut que valoir 0. Du coup, L égale à 0. Mais si le n est égal à 2, le L peut prendre combien de valeurs? Vous avez 2 moins 1, qui fait 1. 0, L, le L est compris entre 0 et 1. Du coup, il peut être égal à L. Le L peut être égal à 0. Je rappelle qu'il n'y a pas de décimale. Le L est égal à 0 et le L peut aussi être égal à 1. On va refaire un autre exemple. Le N, par exemple, le N égale 3. D'accord? 3 moins 1, ça fait combien? Ça fait 2. Du coup, quelles sont les valeurs comprises entre 0 et 2? Ben, vous avez le 0, L est égal à 0, L est égal à 1 et L est égal à 2. On peut continuer encore avec 4 pour vraiment bien l'assimiler. N égale à 4. On est bien d'accord. 4 moins 1, ça fait 3. D'accord? Du coup, on a. Quelles sont les valeurs comprises entre pas de 0 on a dit combien? À 3. Ben, vous avez le L égale à 0, le L égale à 1, le L égale à 2, le L égale à 3. Et on continue avec cette même logique-là. C'est aussi simple que ça. Cette relation mathématique est très importante à connaître parce que va nous permettre de connaître la suite des questions. En tout cas, pour ce qui est maintenant des lettres, les valeurs de L pour lesquelles sont 0, ça correspond à la lettre S. Après ça, vous avez pour lesquelles les valeurs de L correspondent à 1, c'est le P. Suivi du D pour le 2, suivi du J pour le 3 et du G pour le 4 et du H pour le 5. En tout cas, ça c'est à connaître. Le nombre quantique magnétique M maintenant, un nouveau nombre magnétique, représente quoi? Il définit, il définit, il définit le nombre d'orientations possibles. Le nombre, et je vais l'expliquer vers le schéma plus tard, le nombre d'orientations d'orientation prise par le moment, par le moment cinétique, par le moment cinétique de l'électron. De l'électron. De l'électron. Voilà. Maintenant, vient un schéma. Montre-moi ce que M représente. Du coup, on a dit que si L est égal à 0, ça correspondait à S. On est bien d'accord. Si L est égal à 1, alors ça correspond à quoi? Ça correspond à P. On est bien d'accord. Ainsi de suite, L égale 2, L égale 3. Du coup, vous avez le D et le J. Et le M, c'est l'orientation que peut prendre ce même électron. Du coup, par orientation, qu'est-ce que je veux dire? Prenons par exemple un schéma avec trois variables. Ce que vous avez euh, le X, le Y et le Z. L'orbital peut être sur le plan des Z, voilà, le plan des Z peut aussi tout bien être sur le plan des Y, ou bien en même temps à la fois, voilà. Désolé. C'est pas grave.
Voilà. Voilà. Ce qui nous fait. Voilà. Et peut tout aussi être sur le plan des x. Ça, c'est l'orbital, ça. C'est le moment cinétique de l'électron. C'est l'orientation que peut prendre. Il peut être autant sur l'axe des z, x ou bien y. Du coup, on va les dessiner. Hop, ça va être assez compliqué. Tac, hop. Et si vous voyez, hop. Voilà. Bon, ça c'est vraiment question de visualiser. Mais le plus important, c'est de comprendre. Je dirais si c'est pas clair, c'est que vous faites en tout cas. Quelle est la relation mathématique entre L et M? Je rappelle, la relation mathématique entre L et N, c'est 0 et L est compris entre 0 et N-1. Pour ce qui est de M, c'est différent. Elle est comprise, M est comprise entre, voilà, entre moins L et plus L. Voilà. Du coup, un exemple s'impose. Euh, Par exemple, prenons N égale 1. D'accord? N égale 1. On revient toujours à la base. N égale 1. Vous avez le L est égal à 0 via, comme je le rappelle, 1 moins 1, ça fait combien? Ça fait 0. Du coup, L est compris entre 0 et 0, c'est 0. D'accord? Et là, vu qu'on a le L égale 0, du coup, moins 0 et N comprise entre moins 0 et plus 0, ce qui nous fait 0. Ce qui nous fait M égale à 0. Par exemple, ça se casse un peu là. N égale à 2. D'accord? Je rappelle que N, quand est égal à 2, le L peut valoir 0, peut valoir 1. Du coup, L est égal à 0 ou bien L est égal à 1. Et celle-là, chacune d'entre elles, dans le fond, pour le L égale à 0, on l'a en haut, c'est M égale à 0. Mais pour ce qui est du L est égal à 1, on a le M qui peut valoir 0, qui peut valoir moins 1, 0 et 1. Parce que c'est entre moins L et L, vous comprenez? Ça veut dire ce qui nous donne moins 1, 0 et puis 1. On va faire avec le N égale à 3. Tac, j'espère que vous allez comprendre. Tac, hop. Le L, je rappelle que quand 0, L, une valeur de N, du coup, vous avez soit une valeur de L qui correspond entre 0 et 2. Du coup, ça peut prendre 0, 1 et 2. Vous comprenez? Du coup, L est égal à 0, L est égal à 1, L est égal à 2. Voilà. Hop, 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 hop. Du coup, celle-là, on rappelle, c'est M égale à 0. Celle-là, on l'avait dit tantôt, c'était M égale à moins 1, 0 et puis 1. Puis là, par la suite, on a... Hop. Là, par la suite, vous avez le M qui est égal à moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Pourquoi? Parce que dans le fond, une valeur de M qui est comprise de moins 2 à plus 2. Ça veut dire que vous avez le moins 2, le moins 1, le 0, le 1 et le 2. Et vous continuez avec les autres exemples. Euh, bon, pour ce qui est des cases, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, dans le main event. Le nombre de cases est régi par quoi? C'est quoi la principale règle? Donne un exemple. Le n égale 3. D'accord? Voilà, par exemple, le n égale 3. On a que le n, et on va l'expliquer avec Alexandre. On a le n égale 3. Il ne faut pas oublier ces relations mathématiques. C'est très important. Parce que c'est elle qui va vous permettre de dessiner les cases. En tout cas, vous avez le n égale 3 qui, lui, et quand le L, du coup, le L peut prendre quoi comme valeur? Il peut prendre le 0
le 1 et le 2. Parce que je rappelle qu'il peut prendre toutes les valeurs entre 0 et moins le n moins la valeur moins 1. La valeur de n moins 1. Du coup, chacune d'entre elles, celle-là, elle me représente m égale à combien? 0. Je rappelle la relation mathématique en haut. Elle est 0. Du coup, 0, ça représente quoi? Ça représente une case. Vous voyez? Ça représente une case, mais euh, voilà, ça représente une case. Hop. Pour ce qui est du m, on rappelle qu'on avait le m est égal à moins 1, 0 et puis 1. Désolé. Enfin, 0 et 1. D'accord? Du coup, vous avez un autre crayon. Voilà. Vous avez ici un, 2, 3 numéros. Du coup, ce qui nous donne 3 cases. Voilà. 3 cases. Où chacune des cases peut venir, on va en parler plus tard, mais chacune des cases peut venir s'y insérer deux électrons. Une paire de deux électrons. Du coup, continuons avec l'exemple de L égale 2. On avait dit quoi ici? Hein? Tac. Le M peut prendre la valeur de quoi? De moins 2, 1, de moins 1, de 0, de 1 et de 2. Ici, quand on les M, juste pour qu'ils soient dessinés, 3, ici 1. Ici, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 numéros. Du coup, on doit avoir combien? 5 cases. Bravo. Voilà. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4 et puis 5. Voilà. En passant à notre chiffre, je répète que ça, on va faire plein d'exemples dans la partie 2, ou bien même quel type de caractéristiques. En tout cas, on va en faire plein d'exemples. Questions, parce que c'est vraiment les questions du début. Genre, au début de l'examen, c'est vraiment les premières questions qui sont généralement posées à quelque chose à maîtriser, puis vous avez genre une minute pour pouvoir y répondre. En tout cas, qu'est-ce que le nombre quantique de spin S? C'est quoi? En fait, ce nombre quantique, en fait, ce nombre quantique caractérise, caractérise le mouvement de l'électron. Maintenant, c'est différent, c'est pas l'orientation que c'était ça, hein. Le nombre d'orientations qu'il peut prendre là, c'est le mouvement de l'électron sur lui-même, dans le fond. De l'électron sur lui, sur lui-même. Dans le fond, prenons un exemple, en fait, on va toujours expliquer via des exemples. Le n égale 2, d'accord? On connaît que le L peut prendre soit 0, soit 1. Du coup, le m, ici, pour le cas où il est 0, c'est 0. Ici, c'est m égale à moins 1, 0, puis 1. Mais d'accord? D'accord. Du coup, le nombre d'orientations possibles de ce qu'on veut dire de l'électron, c'est qu'il peut être soit un spin en haut, soit un spin dirigé vers le bas. Je vais m'expliquer. Vous les dessinez sous forme de demi-flèche. D'accord? Du coup, vous avez soit tac, une flèche en haut, une demi-flèche en haut, puis une demi-flèche en bas. C'est pas en plan horizontal, c'est vraiment vertical. Il faut vraiment faire attention quand vous le dessinez ou bien s'il est demandé de la corriger. D'accord?
Puis chacun, dans le fond, représente un plan dans l'espace qu'on avait dit. Du coup, puis on les dessine pas, on les dessine pas comme ça, juste, on les dessine pas à la valvolo. Vous commencez toujours par rentrer les spins qui dirigent vers le haut, les demi-flèches en haut. Vous les remplissez toutes les cases, vous les commencez tous. Tac. Un électron, deux électrons, trois électrons. D'accord. Si par exemple j'en ai 5, ok? Ah, vous allez revenir à la première case. On en a 3. Du coup, ce qui nous fait un spin vers le bas, 4, 5. Vous comprenez? En tout cas. Voilà. Quel type de caractéristique peut-il prendre? En fait, on avait dit que c'était soit un spin dirigé vers le haut, prenons ça, par exemple, c'est l'électron, ce qui bouge constamment sur lui-même, voilà, ou bien un spin vers le bas, d'accord? Ou ce que le spin vers le bas, c'est égal à moins une demi. C'est pour ça que on met que on met deux électrons. Pourquoi est-ce que je dis que le spin en bas pour un seul électron représente moins une demi? Parce que dans le fond, il est déjà vers le bas, du coup c'est négatif, je rappelle, et que c'est un électron. Pour entrer deux, du coup c'est la moitié, du coup moins une demi. Et la même chose pour ce qui est du au-dessus. Celle-là, c'est S est égal à plus une demi. Voilà. J'espère que vous avez pu assimiler. C'est un petit peu compliqué au début, mais au fur et à mesure de faire des exercices, je vais essayer d'en mettre d'envoyer au fur et à mesure. Euh, c'était, c'était tout pour la partie 1. On se retrouve pour la partie 2. Merci beaucoup. Salut. On se retrouve pour la partie 2. On va essayer d'expliquer plus en détail ce qui précède, en tout cas. Pour chaque couche électronique suivante, Pour chaque couche électronique suivante, me dire le nombre d'électrons possibles. Pour la couche numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pour la couche numéro 1, on a bien évidemment deux électrons qui peuvent être disponibles sur cette couche. Pour la couche numéro 2, il y en a 8. Et je vais plus expliquer précisément cette règle qui la régit plus tard. Tac. Numéro 3, 18. Vous allez voir, le calcul est assez simple. En tout cas, quel est l'ordre des lettres pour la configuration électronique? L'ordre est le suivant. C'est S, P, D, F, G, H. Il va falloir s'en rappeler. Là, S, P, D, F, G, H. D'accord? Du coup, si on transpose ça à notre configuration électronique dit auparavant, on a, quand le N vaut une couche, qui veut dire que le L, on rappelle l'équation mathématique de la partie 1, le L est égal à 0, le L est égal à 0, du coup, ça c'est S. Ok. Si le N égale 2, alors le L est égal à soit 0, soit le L égale à 1. Ça c'est S, P. Voilà. Du coup, si le N égale à 3, le nombre de couches égale à 3, ça peut être L égale à 0, L égale à 1 et L égale à 2. Pas oublier la formule mathématique qu'on a dit dans la partie 1, que comment ça va? L est situé entre 0 et n-1. Ça veut dire, tac, S, P, D. Et vous continuez ainsi de suite. Passons à la question maintenant 14. Qu'est-ce que signifie l'exposant sur les lettres S, N? Par exemple, vous allez avoir un S2, un S2, P, par exemple 3, ou n'importe quoi. En tout cas, vous allez avoir des exposants. En fait, les exposants, c'est assez simple pour les comprendre. C'est simplement le nombre d'électrons disponibles dans cette configuration électrique, ce qui veut dire, on va écrire, elle signifie, elle signifie, elle signifie le nombre d'électrons
le nombre d'électrons, d'électrons dispo dans cette case, dans la case qui est attribuée à S. Dans la case. Dans sa case. Dans sa case. Du coup, si par exemple vous avez une case ici, d'accord? Vous avez un seul électron, vous allez avoir S. On n'écrit pas le 1, mais ok, S1. Mais on n'écrit pas le 1. Si par exemple vous allez avoir deux électrons, un, je rappelle la configuration spin en haut, spin en bas. D'accord? Un dirait une flèche en haut, une flèche en bas. Du coup, vous avez deux électrons, du coup S égale à 2. Le exposant, pas le S égale à 2, désolé, mais l'exposant du S est 2. Vous voyez? Bon. Passons maintenant à la question 15. Euh, combien d'électrons peut contenir chaque lettre S, P, D, F, G, H? Et cela grâce à quelle formule mathématique? D'accord. Déjà, on va répondre à la première question. Euh, ouais. Le S, P, D, F, G, S, P, D, F, G, H. Je dis bien combien peut contenir d'électrons. On parle d'électrons ici. D'électrons. Ok? Le S, on a vu tantôt pour contenir maximum 2. Le P peut contenir 6. Le D, 10. Et le F, 14. Le G, il peut contenir 18. Le H, il peut contenir 22. Donc, cela s'explique notamment grâce à la formule suivante. En fait, le nombre d'électrons correspond à 2 fois L plus 1 fois 2. Je répète, ok. Grâce à cette formule, grâce à cette formule, où ce que le nombre d'électrons, le n d'électrons, est égal à 2L plus 1 fois 2. Pourquoi est-ce qu'on fait fois 2? Parce que dans le fond, il y a deux électrons dans chaque case. En tout cas, si par exemple, ok, euh, hmm, ici, voilà, je peux diviser le nombre d'électrons me donne, diviser le nombre d'électrons par 2, désolé, par 2, me donne le nombre de cases de chaque lettre, de chaque lettre, de chaque lettre, chaque lettre. Parfait. Euh, en fait, tac, aussi, par exemple, j'ai un exemple ici, vous avez le L égale à 2. Le nombre de L est égal à, par exemple, égal à 1. On va dire qu'il est égal à 1. Du coup, pour trouver le nombre d'électrons, c'est simple, vous allez faire 2 fois 1 plus 1 fois 2. 2 fois 1, 2, 3, 6. 6. D'accord? On a 6 électrons. Ce qui nous fait 3 cases. En corrélation avec cette règle-là qu'on avait énoncée auparavant. D'accord? Ou bien même, si vous voulez le voir plus simplement et revenir à ce qu'on a fait à la partie 1, on va écrire la chose suivante. Pour, pour les cases
C'est juste le nombre de M en fait. C'est juste le nombre de la configuration électronique M. C'est juste le nombre de M. Je m'explique. Nombre de M. Rappelle la relation mathématique entre L et M. C'est M, il est entre moins L et L. D'accord? En tout cas. De M. Du coup, si par exemple on a L égale 2, le M est quoi? Le M, il va de moins 2, moins 1, 0, 1, et puis 2. On est bien d'accord? Du coup, on a, on a 1, 2, 3, 4, 5. L égale à 2, d'accord? 5, ce qui nous donne 5 cases. 5 cases. 5 cases. Et quand on remarque et quand on fait 5 fois 2, le nombre de maximum que cette configuration peut remplir d'électrons, c'est 10 électrons. 10 électrons. Et ça correspond au D, qui est égal au D. C'est plus simple que ça. Vous reprenez les relations mathématiques qu'on a fait à la partie 1, vous les appliquez et vous trouvez. C'est aussi simple. Euh, du coup, 5 cases, ouais, ben 5 cases, ça va être comme ça. C'était comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. 1, 2, 3, 4 et puis 5. Bon, maintenant passons à comment on va les nommer maintenant. On a vu comment les configurer dans des cases, comment les réunir. Maintenant, on va expliquer comment essayer de les nommer respectivement. Bon, je vais l'expliquer par des mots, après ça, je vais faire le schéma où on va rester dessus, on va focuser dessus. Euh, c'est quoi le principe de Kochilowski? Déjà, à la base, c'est principalement, c'est principalement une règle de stabilité, une, une règle de stabilité, de stabilité, de stabilité, point. Les électrons occupent, les électrons occupent, occupent les orbitales atomiques, occupent les orbitales, les orbitales atomiques, atomiques par ordre croissant d'énergie. Par ordre, ça veut dire on va par ordre croissant, ça veut dire on va du plus petit au plus grand. Par ordre croissant, croissant d'énergie, 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 d'énergie. Voilà. Bon, c'est simplement une règle. En fait, c'est juste une règle. C'est simplement une règle de classement. Règle de classement. Règle de classement. Règle de classement des orbitales atomiques. Des orbitales atomiques. Des orbitales atomiques. Atomiques. D'accord. Ok. Euh, Maintenant, on va dessiner un schéma explicatif. Parce que on va essayer de faire un tableau. On a. Vous dressez concrètement, vous l'écrivez comme ça. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S
6S et puis 7S. D'accord? Vous faites la même chose pour les P, que je rappelle SPDGH. Du coup, vous faites la même chose pour les P. Vous faites devant le 2S, vous écrivez le 2P, vous écrivez le 2P, vous écrivez le 3P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Vous faites la même chose pour les D, du coup, et vous descendez d'une case. 3D, 3, 4D, désolé, 4D, 5D, 6D, 7D. On va refaire la même chose dans le fond pour les... bref, ça continue en tout cas. Ça continue. Vous descendez d'une case jusqu'à arriver à H. En tout cas. Et là, vous prenez votre crayon, faites-le avant l'examen. Comme ça, vous n'êtes plus bloqué avec ça. Vous tracez des flèches qui vont diagonalement. OK? Du coup, tac, 2S. Voilà. Ah, ça continue vers le 3S. Vous tracez encore. Ça continue vers le 4S. On trace ici, diagonale, tac. Voilà. Hop. Tac. Ça passe par le 6P. Tac. Voilà. Du coup, voilà ce qu'on a. Donc, si je veux l'écrire concrètement sous forme de ligne, ça nous donne quoi? Ça nous donne la chose suivante. 1S, je descends, il n'y a rien en bas. D'accord? Du coup, c'est bien. Je reviens, je descends. 2S, est-ce qu'il y a quelque chose en haut? Non. Du coup, j'écris 2S. 2P, je suis la flèche. 3S. Du coup, 2P, 2P, 3S. D'accord? 2P, 3S. Je reviens. 2P, 3S. Là, je reviens, je vais 3P. Mais 3P, je descends vers 4S. Du coup, ce qui nous fait 3P, 4S. Je vais vers ce qui est horizontal. 3D. 3D. Est-ce que je peux continuer vers ce qui est horizontal ou bien je suis la flèche? Non, je suis la flèche. Parce que je descends en fait. Du coup, 3D. Je descends 4P. 4P. Je descends 5S. 5S. D'accord? Je vais ici. C'est pour ça que je n'ai pas continué d'enfant parce que ça va être vraiment long. Mais en tout cas, 4D. On était où? On était, tac, on était à 5S. Ok, 4D ici. Est-ce que je peux aller vers l'horizontale ou bien je dois suivre la flèche? Non, priorité la flèche. Du coup, 4D, j'écris mon 4D. Mon 4D, je descends 5P. 5P, je descends 6S. Et ça continue comme ça. Et ça continue comme ça. Flemme de tous les écrire. Mais en tout cas, ça continue comme ça. Et c'est ça. Et vous allez écrire vos couches d'électrons ici. Vous allez écrire vos nombres d'électrons disponibles ici. N électrons. N, 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 N et N. Je répète beaucoup de fois N. En tout cas, on va reprendre à des exemples plus tard. Mais ça, c'est la base. Les mecs, ce tableau-là, il est méga important. Vous devez savoir le faire. Important. Ça, ça, vous le faites avant de débuter l'examen en biochimie. Parce que c'est les premières questions d'enfant. Ok? Méga important. 1, S2, S2, vous suivez là, puis voilà, vous l'avez fait. SPD, GH. Vous n'oubliez pas. SPD, FGH. Même moi, en tout cas, moi aussi, je fais des erreurs. Voilà. Ça veut dire que je dois encore maîtriser la matière. 17. Que signifie le numéro devant les lettres SPD, FGH? En fait, le numéro qui est généralement ici, vous voyez, 1, 2, 2, 3, 3, 4. C'est quoi? On parle de ces numéros-là. On parle de ces numéros-là. Chacun de ces numéros ici. Tac, tac, tac. En fait, c'est juste le nombre de couches de n. Ça veut dire que c'est le nombre de couches sur lequel peut être l'électron. On avait défini dans la partie 1. Mais en tout cas, c'est le nombre. C'est le nombre. C'est le nombre
de la couche N. De la couche N. Voilà. Bon, maintenant on a parlé, on a expliqué. Il est temps de faire des exemples. Parce que la chimie, on comprend via des exemples, via des exercices. Bon. Un petit rappel, quand j'ai écrit Z ici, c'est le nombre de protons ou d'électrons. Voilà, c'est le nombre de charges. Vous voyez? Le A, c'est quoi? C'est le nombre de nucléons. Nucléons, c'est ce qui est avec le proton, c'est ce qui fait la masse de l'atome, c'est ce qui fait la neutralité, pour pas que les protons et les électrons s'attirent, puis en fait, il n'y a pas d'atome si ça attire, mais en tout cas, c'est ça. Pas vraiment important pour cette partie-là, mais nécessaire à connaître sa définition. Bon, Z égale 6, d'accord? Ici, moi, ma technique, j'ai 6 électrons, les mecs, ok? Je suis cette règle-là. Du coup, la première, elle peut contenir combien de paires d'électrons? On avait dit. Elle peut en contenir que 2, parce que c'est une case. Du coup, ce qu'on fait, c'est un S2, 2 S2, puis 2P2. Le P, je rappelle qu'il peut contenir plus que 2 électrons, mais on en a 6. Du coup, ce qui nous fait ici, 2 plus 2 plus 2, 2, 2, 4, 4, 6. 6. 6 électrons. C'est aussi simple que ça. Max déchet. Tac. Ok, on avait dit quoi ici? Il peut contenir 6. Les mecs, oublie pas ça. Ça aussi, c'est méga important. Ça aussi, faut pas l'oublier. Faut pas oublier cette règle-là, les mecs. Ou bien si vous pouvez juste retenir S2, P6, D10, F14, G18 et H22, ça serait génial, mais parce que pour pas perdre de temps. Mais ce qui est difficile avec la mémoire, c'est que ça s'oublie. Ça s'oublie. Du coup, essayez de maîtriser la formule mathématique comme question pour toujours pouvoir y revenir. Vous comprenez? En tout cas, c'était mon conseil. Pape Z égale à 6. Du coup, celui-là peut contenir max 2 électrons. Max 2 électrons. 2 électrons. 2 électrons. 2 électrons. Voilà. 2 électrons. Ça veut dire si je dessine ces cases à lui, le P6 peut contenir 6 électrons. Du coup, 3 cases. On est bien d'accord? Peut contenir 3 cases. Un, 2, 3. OK? Du coup, vous allez dessiner une devant, mais vous n'allez pas dessiner celle d'en bas. Je rappelle la règle qu'on avait dit dans la partie 1. Du coup, vous allez dessiner, tac, une en haut, et vous allez directement sauter à l'autre. Et un spin qui dessine, qui va vers le haut. D'accord? Du coup, ça va vers le haut, et puis voilà, vous arrêtez ici. Si par exemple, je devais continuer, je devais remplir un nombre de cases, je continuerais. Non, je préfère pas dessiner. En fait, je continuerai à dessiner les noms de gaz. Alors ça, je reviendrai et je dessinerai les spins qui vont vers le bas, les flèches qui vont vers le bas. Et je les dessine. Et puis voilà. Un détail, ne veut pas oublier les mecs. Ne surtout pas oublier, je vais l'écrire même ici en gras. Parce que ça peut être des questions pièges. Si j'ai une charge, si dans l'examen, par exemple, on vous donne une question où est-ce que vous avez des charges plus ou bien moins, si j'ai une charge, je vais écrire, si j'ai une charge, vous savez quoi, je vais l'écrire même un petit peu plus en bas, parce que l'autre exemple, tac, je vais pas écrire ici, hop, si, si j'ai, si j'ai une charge dans mon atome, si j'ai une charge, voilà, je change le nombre d'électrons conséquent. Je change le nombre d'électrons, d'électrons, d'électrons en conséquent.
En conséquent. Voilà. Bon, faisons l'exemple du z égale 8. D'accord. Euh, Ici, pour le z égale 8, vous faites un S2, 2 S2. On les remplit au maximum, ces deux cases. S, ça peut contenir que deux électrons. Un S, 2 S, 2 S2, et puis 2 P4. Je rappelle que 2 plus 2 plus 4 égale à combien? Égale à 8. On respecte le nombre d'électrons, le nombre de protons. Tac. Ouais, c'est égal à 8. Du coup, si on veut le dessiner, on va avoir ça. On va avoir concrètement un, 2, un, 2. Non, pour ce qui est du dessin, on va en parler un peu plus tard. Pour ce qui est du dessin, on va en parler un peu plus tard, en principe de poly. En tout cas, voilà. Parler un peu plus tard. Là, on reste vraiment sur. Je veux qu'on focalise vraiment sur pour les dessiner. Donc, euh, donc le Cl quand le Z égale à 17. Je rappelle que le 1s peut prendre que 2 électrons, le S peut prendre que 2 électrons, du coup 2s, 2 électrons aussi. 2, on va le remplir au maximum, ça fait 6. Le 3, on vient au 3, il peut prendre que 2. Le 3p, il en prend 5. Pourquoi? Parce que dans le fond, 2 plus 2, ce qui nous font 4, plus 6, ce qui nous font 10, plus 2, ce qui nous font 12, plus 5, ce qui nous font 17. C'est égal à 17. Vous voyez? Ça, voilà. Ça aussi, les mecs. Faut pas l'oublier, ça aussi. Ça, et ce qu'il y a en haut, ça, c'est les deux bases que vous devez avoir pour vraiment pouvoir comprendre les dessins. Et pouvoir, non, pouvoir comprendre pour pouvoir répondre aux exemples. Désolé, ça a coupé. On était rendu à l'exemple du fer. Porter 26 paires d'électrons. Du coup, si on devait l'écrire, ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 3 P6, 4 S2 et 3 D6. Faisons l'addition pour vérifier si ce que nous avons écrit fait du sens. 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 2, 12, plus 6, 18, plus 2, 20, plus 6, 26. Voilà. Ce qui nous fait 26. Tac. Bon, on va parler maintenant pour le fait d'ajouter des cases, ajout de cases. Petit détail important à retenir, si vous pouvez remarquer, ajout des cases, vous avez ici, par exemple, on a la première case ici qui est 1S, d'accord? 1S. Et puis on passe ici de 2S, d'accord? 2S, 2S, en tout cas, 2S, 2S, tu mets 3 cases, d'accord? Ce qui nous fait 2P. 2P. Et puis, on va faire 3S. On va faire la 3S qui est aussi qu'une seule case. On va revenir vers la 4S aussi qui est aussi qu'une seule case. Ouais, en tout cas. Puis après ça, on va faire la 3P. 3P aussi qui est 3 cases. 1, 2, 3. 3P. D'accord? La 4P aussi, elle n'a que 3 cases. Ils respectent tous la même intégrité, le même nombre de cases. 3P. Bon, on va passer au 3D. 3D qui, lui, a 5 cases. Personne va écrire ce que l'on va remarquer.
dans ce schéma. Du coup, un, 2, 3, 4, puis 5. Désolé. Tac. Ok? Puis la même chose. Ça, c'est 3 D, on a dit. On répète. S, P, D, F, G, H. Voilà. En tout cas. Euh, on dessine aussi ici. Tac. Un, 2, 3, 4, 5. 3D. 3D. D'accord? Donc, non, désolé, là on est dans les 4. Mélangé, désolé. 4, 4, ok. Et puis on va passer à F. Vous voyez, c'est crescendo. En tout cas, on va y revenir. Pour ce qui est de F, on va avoir 7 cases. F, pourquoi 7 cases? 14 électrons, 14 divisé par 2, 7, voilà, 7 cases. Ok? Vous allez avoir 7 cases. Voilà, 7 cases. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Ça, c'est le 4F. Bon, on va écrire maintenant ce que l'on remarque en rouge. On remarque ici que l'on va crescendo. Ça veut dire que on va de 1S à une case, les 2 avec 2 cases, les 3 avec 3 cases, 3 types de cases, désolé. 3 types de cases, le 4 avec 4 types de cases, on y va crescendo. On y va au croissant, si vous voulez. Croissant. Croissant. Ok? Et puis on remarque quoi au fur et à mesure qu'on passe le nombre d'ajouts de cases? C'est toujours une constante. Plus 2. Là, plus 2, plus 2. La même chose ici. Plus 2, plus 2, plus 2, et encore, plus 2. Voilà. Du coup, ce qui nous fait ici 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ben, c'était tout pour ce qui est des cases. Maintenant, on va passer à la partie 3. On peut débuter avec le principe de Pauli. Sur ce, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve pour la partie 3. Au revoir. Bon, bon ben, salut à tous et à toutes. On se retrouve pour la partie 3. Puis la partie finale, dans le fond. C'est la dernière partie. Et puis, on va entamer avec la question 19. Explique-moi le principe de Pauli. Qu'est-ce que le principe de Pauli? En fait, c'est quand deux électrons, quand deux électrons de même atome, on l'avait expliqué auparavant, mais dans le fond, on l'avait pas, je l'avais juste expliqué à l'oral. Cette fois-ci, on va se concentrer un petit peu. Deux atomes ne peuvent, ne peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques identiques. Pas pas avoir leurs quatre nombres quantiques identiques. Quantiques ident- identiques. Pour ce qui est des cases, quand on avait, on avait parlé tantôt, tac, ok. Quand j'ai deux cases, quand j'ai deux flèches, on appelle ça une antiparallélité ou bien ils sont appariés. Antiparallèle, antiparallèle ou apparié. Ou apparié. Quand je n'ai qu'une seule case, quand je n'ai qu'une seule flèche,
Non apparié ou bien célibataire. On appelle ça non apparié, non apparié ou célibataire. Célibataire. Et quand j'ai une case vide, ça c'est que les trois possibilités que j'ai pour ce qui est des cases, pour ce qui est des flèches dans les cases. Ça c'est une lacune électronique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'électron. Lacune électronique. Désolé. Lacune électronique. D'accord? Hop. En tout cas, je peux pas avoir des configurations comme ça. Ça, je peux pas avoir ça. Ça, c'est pas possible. Ou bien, ça. Elles ne peuvent pas avoir le même sens. Ça, c'est impossible de l'avoir. En tout cas, c'est tout pour connaître, pour ce qui est des cases. Quelles sont les propriétés de l'atome? Bon, il y en a trois principaux. Vous avez le premier qui est le potentiel d'ionisation, qu'on va expliquer. Potentiel d'ionisation. En fait, c'est tout simplement l'énergie. L'énergie pour enlever un électron d'un atome. L'énergie, en fait, pour enlever un électron d'un atome pour devenir quoi? Un cation. Donc, l'énergie, l'énergie, l'énergie pour enlever un électron à un atome, ainsi pour devenir un cation. Vous avez le deuxième qui est l'affinité électrique. On va aussi l'expliquer. Affinité électrique. Voilà. C'est quoi l'affinité électrique, dans le fond? C'est l'énergie dégagée, énergie, énergie dégagée pour un électron, pour un électron, énergie dégagée pour un électron qui, qui sera ajouté à un atome. Et celui-là, c'est l'anion. Quand on retire un électron, celui qu'on lui a retiré l'électron devient un cation, et celui qu'on lui rajoute un électron devient quoi? Un anion. Énergie dégagée pour un électron. Voilà. Et je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre. Un électron qui sera ajouté à un atome, ainsi deviendra un anion. On a dit. Hop. Puis, c'est quoi l'électronégativité? Nous aussi, on va expliquer. Troisième, donc les trois propriétés, potentiel d'ionisation, affinité électrique, et puis l'électronégativité. Du coup, on va écrire l'électronégativité. En fait, c'est la tendance à prendre des électrons en présence d'un autre atome, qui crée une variable électronégative. En présence d'électrons, en présence d'un autre atome, je veux dire. En présence d'un autre atome. D'un autre atome. Voilà. Donc on passe à la question 21. Et on nous demande c'est quoi une liaison atomique covalente.
C'est assez simple. Je vais expliquer un moment. C'est le processus. C'est le processus par par lequel, désolé, par lequel les atomes, les atomes partagent leurs électrons de valence, partagent leurs électrons en fait, partagent leurs électrons de valence, partagent leurs électrons de valence selon deux règles. Selon, selon deux règles. Ce sont les suivants. Vous avez la première, la règle du duet. Règle du duet d'électrons en fait. Du duet. Où ce que vous devez le Z, qui est le nombre de protons et le nombre d'électrons, euh, doit être supérieur ou égal, non, plus petit ou égal à 4, je veux dire. Et vous avez la règle de l'octet, duet, octet, inférieur, supérieur. Vous avez compris la règle. Ensuite, règle de l'octet, et Z doit être plus grand que 4, automatiquement, pas forcément égal. Donc, passons à la prochaine question. Qu'est-ce qu'une hybridation? Une hybridation, c'est, souvent on va l'entendre, et souvent les profs oublient de faire un petit rappel. En tout cas, processus, en fait, c'est le processus par lequel les orbitales, ce qu'on a vu dans la partie 1, les orbitales atomiques, atomiques se mélangent pour former, se mélangent, se mélangent pour former, pour former, pour former des liaisons covalentes. Des liaisons covalentes. Quels sont les types donc, on a dit que c'est quoi? Qu'est-ce qu'une hybridation? C'est le processus par lequel des orbitales atomiques se mélangent, s'entrecroisent, en tout cas pour faire des nouvelles liaisons, pour former des nouvelles liaisons. Bon, ok. Quels sont les types d'hybridation? On va les entendre parler. On a la SP, hybridation de type SP. On a l'hybridation de type SP2 et l'hybridation de type, c'est un petit peu d'espace, SP3. Juste ici, SP3. Tac. Hop, hop, hop là. Voilà. Du coup, la SP, c'est quand un atome combine, combine une orbitale, une orbitale, une orbitale S qu'on a vu dans la partie 1, et une orbitale P, et une orbitale P qu'on a vu aussi dans la partie 1 et 2, orbitale P. Donc, pour résumer, ils sont comment? Ils sont alignés, désolé, ils sont alignés linéairement, alignés linéairement, 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 pour former ainsi deux orbitales totales. Pour former deux
orbitales totales. Donc, si on dit qu'ils sont alignés linéairement, automatiquement l'angle est de combien? 180. Du coup, deux orbitales, deux orbitales totales. Pour former deux orbitales totales, ainsi l'angle ici est de 180 degrés. Comme ça. En tout cas, vous savez ce que c'est. Pour ce qui est de sp2, l'atome a une orbitale, S, a une orbitale S et deux orbitales P. C'est différent maintenant. Et deux orbitales P. Du coup, vu qu'on a deux orbitales, automatiquement, les champs électronégatifs vont avoir certaines conséquences. Du coup, qu'est-ce que ça va générer? Un changement d'angle. Du coup, un changement de position dans le dessin que vous devez faire. En tout cas, deux orbitales P. Deux orbitales P. Du coup, si j'ai une orbitale et deux orbitales P, ça me fait un total de trois orbitales. Du coup, trois orbitales au total. Trois orbitales au total. Et on avait dit que, au total, du coup, on avait dit que l'angle changeait. On passe d'un angle de 180 à 120. 120 degrés. Du coup, quand vous allez le dessiner, vous allez prendre en considération ces types d'hybridation. Tac. Pour ce qui est de sp3, en fait, c'est toujours la même chose. Comporte, l'atome a une orbitale P, une orbitale S, désolé, une orbitale S, une orbitale S et deux orbitales P. Et, non, et trois orbitales P, désolé. Et trois orbitales, orbitales P. Voilà. Du coup, une plus 3 qui nous fait 4 orbitales au total. 4 orbitales au total. Au total. Voilà. Et ça change encore l'angle, ça le rapetit encore plus et on atteint 109,5. Voilà. On passe à la prochaine question. Deux questions essentielles, vraiment très importantes et souvent oubliées. Même moi, souvent, je les ai oubliées. En tout cas, c'est toujours bon d'un rappel. Qu'est-ce qu'une liaison sigma et qu'est-ce qu'une liaison pi? Savoir les différencier les deux. Donc, une liaison sigma, c'est principalement une liaison forte. Une liaison, une liaison forte. Et elle résulte de quoi en fait? Résulte d'un chevauchement, résulte d'un chevauchement, d'un chevauchement, résulte d'un chevauchement direct de deux orbitales. Direct de deux orbitales. Deux orbitales. Voilà. Des deux orbitales atomiques. Atomiques le long de l'axe. Atomique le long de l'axe. On va représenter via un dessin. Atomique le long de l'axe. En fait, je vais vous dessiner un dessin. Vous allez essayer de trouver où sont les liaisons sigma. Voilà. C'est tac. Ici, encore un C. Double liaison. C. Une liaison. Tac. C. Du coup, tac, tac, tac. Un, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Tac, ok. Tac. Un, 2, 3, 4. Du coup,
je vous demanderai de m'identifier les liaisons sigma dans ce dessin-là. Et si vous êtes fort, identifiez-moi aussi les liaisons pi, ce qui nous avancerait dans la prochaine question. En tout cas, on va le faire. Ouais. Donc, si je compte bien, vous avez une liaison sigma ici, une 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 ici. En fait, c'est toutes. Vous allez comprendre que c'est toutes les liaisons, en fait, les liaisons sigma. Une ici, puis une ici. Du coup, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce qui nous fait 12 liaisons sigma. 12 liaisons sigma. En fait, pour résumer, les liaisons sigma, en fait, c'est toutes les liaisons doubles ou simples. Les liaisons, toutes les liaisons doubles, simples ou triples. Simple ou triple. Et triple, je veux dire. Et triple. D'accord? Donc, passons maintenant à la liaison pi. On va utiliser le même exemple. Qu'est-ce qu'une liaison pi, enfin? Une liaison pi, elle est moins forte, moins forte, et puis elle résulte d'un chevauchement, d'un chevauchement, d'un chevauchement au-dessus et en dessous, au-dessus et en dessous, au-dessus et en dessous d'un noyau d'un atome. D'un noyau d'un atome. Ok? En fait, c'est uniquement. D'accord. Bah, on va faire le dessin avant tout. Du coup, ouais, c'est le même dessin. Ouais, ouais, c'est le même dessin, mais en tout cas, je vais le refaire. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Tac, c'est hop, une double liaison C, ah, C, tac, 1, 2, ok, C, 1, 2, 3, ok. Du coup, résulte d'un chevauchement au-dessus et en dessous d'un noyau d'un atome. Vu qu'on parle d'au-dessus et en dessous, on comprend bien que ici on parle de liaison double ou triple. Du coup, si on vient compter à les liaisons de pi qu'on a ici, on en a une première et puis une deuxième. Du coup, ce qui nous fait deux liaisons doubles. Deux liaisons pi. Et pour résumer, c'est toutes les liaisons, les liaisons double et triple uniquement. Double et triple uniquement. En tout cas, ce qui finit notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. C'est le cas pour moi. Sur ce, j'espère que vous avez pu en profiter au maximum. Je vous laisse prendre en photo. Faire pause à la vidéo, c'est prendre en photo.
En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Sur ce, je vous remercie infiniment. C'était Abdelwahid Dantas avec vous. Bonne journée.